GMGM, bienvenue sur le Clonecast, je suis 0x Monsieur, investisseur et passionné du Web3. Cette émission est dédiée aux acteurs de ce space afin de découvrir leur parcours et d'apprendre de leur expérience. Les sujets évoqués dans cette émission ne sont en aucun cas un conseil en investissement, faites toujours vos propres recherches dans cet environnement volatile. On se retrouve de l'autre côté pour un nouvel épisode. Et bienvenue dans ce nouvel épisode du Clonecast où aujourd'hui on va parler d'art avec Artemore, aussi connu sous le nom de Brian. Comment tu vas? Ça va, monsieur, et toi-même? Eh bien ça va très bien, je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Ça s'est fait en 3-4 jours maximum je crois, très rapide, Mhm, comme ce qui se passe dans le Web3. Et ce que je te disais en off juste avant de lancer, c'est que je t'avais découvert dans le NFT Morning, que mhm. tu étais très impliqué dans l'art digital et que j'en avais pas forcément beaucoup parlé jusqu'à aujourd'hui. Dans le Clonecast, j'avais reçu Titou Granier, on en a un petit peu parlé, mais je voulais qu'on aborde un peu plus en longueur ce sujet et je pense que tu seras un très bon invité pour ça. Je te remercie, mais avec plaisir, écoute. Bon, Allons-y. top, super. Et comme à mon habitude, tous les invités doivent se présenter. Donc, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu qui tu es, comment tu as débarqué dans l'art digital ou le Web3 plus globalement pour ceux qui ne te connaîtraient pas? Alors, moi, tout a commencé, en fait, au moment où je suis sorti du lycée, que je me posais la question d'un peu qu'est-ce que je voulais faire dans la vie. Passé pas mal de temps sur LinkedIn, comme pas mal de gens, et à l'époque, donc on était 2000, courant 2016-2017, donc tu avais évidemment le bull run des ICO qui commençait. Et tu avais aussi à la même période pas mal de contenus, de rapports, notamment de Deloitte, Hiscox, etc., qui faisaient des rapports sur le marché de l'art et un peu le futur du marché de l'art, les transformations du marché de l'art. J'ai toujours été intéressé par le marché de l'art, je viens d'une famille de collectionneurs d'art. Et après, bon, j'ai fait des écoles de commerce quand même relativement basiques, sans rapport avec l'art, mais j'ai toujours été intéressé par donc l'application des systèmes blockchain dans le monde de l'art. Quand j'ai commencé à m'y intéresser, on était franchement une petite douzaine à s'y intéresser dans le monde. Il y avait le sujet à l'époque, c'était surtout la traçabilité, la provenance et l'authentification des œuvres physiques avec les systèmes blockchain. Et sur cette notion-là, c'est construit pas mal de sociétés à l'époque des ICO, qui pour la plupart aujourd'hui n'existent plus d'ailleurs, mais dans lesquelles parfois bah, j'ai fait des stages ou des choses comme ça. Et donc, du coup, moi, j'ai commencé très vite à m'intéresser à la notion d'authenticité, la traçabilité sur la blockchain, notamment à travers les écrits d'un gars qui s'appelle Jason Bailey, aussi connu sous le nom d'Artnome sur Twitter, qui parlait notamment beaucoup de la notion de l'authenticité, de la vérité, et donc en quoi les systèmes blockchain étaient intéressants d'un point de vue des mécanismes de marché du marché de l'art. Puis ensuite, pendant que je faisais mes études, etc., j'étais à l'EDEC. Et puis, il y avait d'autres personnes qui étaient à l'époque aussi intéressées là-dedans. J'étais dans la même promotion qu'Owen Simonin, par exemple, à la même année où il y était. Donc, j'avais des personnes qui s'intéressaient un peu à ces sujets-là, mais pas tellement sous le scope de l'application du système blockchain dans le monde de l'art, qui était quand même très spécifique. Et ce que j'ai pu voir, moi, comme transformation, comme changement, c'est en fait, on a arrêté courant 2020 d'essayer de convaincre le monde de l'art d'adopter les systèmes blockchain. Et ce qu'on a essayé de faire, c'est plutôt de convaincre les gens du monde de la blockchain d'adopter l'art. Ok. La deuxième chose a été bien plus successful, comme bah, on le sait tous, avec le bull run des NFT, la bulle NFT, etc. Et il y a eu un shift vers les objets physiques dans la blockchain, vers finalement l'art digital sur la blockchain. Parce que, comme tu sais, bah, la blockchain est une solution digitale et du coup, elle est plus adaptée au médium digital par nature. Et donc, à travers ça, j'ai commencé à plus m'intéresser spécifiquement donc, à l'art digital, puisque à la base, moi, j'avais une connaissance sur, on va dire, l'art contemporain et l'art traditionnel plus généralement. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser aux techniques de l'art digital. Aussi, ce qu'on appelle un mot valise, hein. L'art digital, ça représente beaucoup, beaucoup de choses. Il y a beaucoup, beaucoup de médiums, de techniques, de mouvements qui sont englobés là-dedans. Et une histoire qui est parfois mi-centenaire aussi à ce niveau-là. Donc, pas mal de recherches historiques à ce niveau-là. Des collections, j'ai commencé à collectionner assez tôt, du coup, 2019-2020. Enfin, pour les NFT. Et avant ça, je collectionnais du crypto art aussi, d'objets, de projets un peu plus conceptuels comme celui de Kevin Abosch ou Sarah Meionas, Bitcoin, etc. Et donc voilà, de fil en aiguille, je me suis retrouvé à collectionner, à parler d'art sur Twitter auprès des gens du Web3. Donc aussi, après ça, quand travailler dans des DAO, dans des boîtes comme Sotheby's, qui est un des plus grands hôtels de vente
au monde et à fonder ma startup avec Mathieu France qui fait des expositions digitales et devenir curateur, galeriste, voilà, collection management. Enfin, voilà, je fais pas mal de choses, je fais de l'écriture de texte, tout ça, mais aujourd'hui, je suis plus du coup dans une fonction support et dans un profil d'intermédiaire, à la fois pour les artistes et les collectionneurs, pour les aider à naviguer cet espace-là et aussi à les aider en fait à valoriser leur collection ou aussi pour les artistes on va dire, travailler sur leur carrière au long terme et devenir non pas juste des grands artistes NFT, mais des grands artistes tout court. Voilà, c'est une Ok. petite intro un peu longue, tu m'excuseras, mais ça passe un petit peu Bah, au moins 7 ans d'application, on va dire, dans le Web3 et dans l'art, quoi. ok. Ouais, donc c'est super intéressant et effectivement très complet. Et pour revenir sur ce que tu as dit, du coup, le monde de l'art a eu du mal à adapter bah, les solutions blockchain, ça s'est fait plutôt dans l'autre sens. Mhm. Et pour quelles raisons, selon toi? Bah, d'une certaine manière, le monde de l'art déjà est un monde qui est très en retard au niveau des adoptions des nouvelles technologies. Hmm. Bien qu'on parle des nouvelles technologies très tôt, tu vois, on parlait de l'implication de l'intelligence artificielle dans l'art il y a depuis plus de 10 ans, tu vois, la première vente d'une œuvre d'art à intelligence artificielle, c'était 2014-2015. Donc on parle des sujets de nouvelles technologies à travers les artistes dans le monde de l'art, souvent très en avance, puisque c'est un monde où tu explores des idées, des nouvelles choses. Par contre, pour ce qui est l'application de ces technologies-là dans le domaine du marché de l'art, là, c'est bien plus en retard. J'ai envie de dire que le marché de l'art a entre 5 et 10 ans de retard par rapport aux autres industries sur l'adaptation des nouvelles technologies. Tu vois, dans le marché de l'art aujourd'hui, on a encore essayé de comprendre Instagram. On est Ok. très loin de plein de trucs sur l'utilisation, l'expérience utilisateur, la transparence. Voilà. Il y a plein de sujets sur lesquels le marché de l'art est en retard. Et en cela, bah, il y a un coût d'opportunité. Les raisons qui justifient en fait ce retard, c'est notamment parce que bah, déjà, c'est un marché qui est très codifié, premièrement. Ensuite, c'est un marché où les gros acteurs sont là depuis 30, 40 ans. Voilà, les galeristes que je connais, tu vois, ils ont 70 ans, 80 ans et continuent à travailler. Donc, pour eux, c'est pourquoi changer une recette qui marche, quoi. Ils ont un système qui fonctionne, qui est certes pas parfait, qui est opaque, mais qui, du coup, dans lequel ils sont confortables et avec lesquels ils savent interagir. Donc, pour eux, pas grand intérêt de ramener de la transparence, pas grand intérêt pour eux d'adopter ces systèmes-là, puisque à quoi bon, puisque ça marche déjà sans. Foncièrement, c'est un peu bêtement, c'est un peu le truc qui revient, c'est pourquoi faire avec quand on peut faire sans. Et en cela, voilà, je pense que c'est une des raisons qui explique que ces endroits, ces entreprises-là n'ont pas forcément eu volonté à adopter ça. Et même quand tu regardes aujourd'hui, c'est toujours le cas. Même Sotheby's, par exemple, ont un département NFT. Mais l'application des systèmes blockchain se limite à ça dans cette entreprise-là. Il n'y a pas de traçabilité sur les milliers et les millions d'œuvres d'art qui se vendent chaque jour chez Sotheby's et Christie's. Donc ça reste voilà, des entreprises qui sont bah, aussi déjà parfois très vieilles, hein. Sotheby's par exemple, c'est 300 ans d'existence. Donc avant de voir une adoption de nouvelles technologies, il y a vraiment le temps. Et c'est souvent plus justifié par une demande que de vouloir amener une offre, on va dire, innovante dessus, quoi. Et tu le vois, par exemple, les entreprises du monde de l'art qui lèvent des millions d'euros aujourd'hui ont finalement des solutions qui sont très basiques, hein, qui se rapprochent de marketplace, comme on en connaît depuis des années, qui rapportent juste une forme de surcouche numérique là-dedans. C'est pas des produits hyper technologiques et pourtant, rien que ça, dans le monde de l'art, c'est déjà waouh, tu vois. Sur le transport des œuvres d'art, par exemple, la Convelio en France, qui a levé beaucoup d'argent, alors que foncièrement, la solution, c'est juste d'avoir un système en ligne pour pouvoir avoir un devis assez rapidement sur le transport d'œuvres d'art, là où d'habitude, il fallait connaître 3 gars, 15 gars à Paris qui font ça, t'arranger pour des transports, machin, ça se faisait beaucoup au téléphone, beaucoup par papier, etc. Et beaucoup d'échanges, donc c'était très peu automatisé ou streamliné en termes de process. Et donc ça commence à changer tout doucement, mais ça prend beaucoup de temps. Et ça justifie peut-être aussi que voilà, ce monde de l'art, là, il n'est pas encore prêt à adopter ces nouvelles technologies-là. Et je pense que, moi, à mon titre personnel, j'ai toujours dit que c'est aussi une question de conflit générationnel et que le changement viendra foncièrement d'un renouvellement générationnel du marché de l'art, du côté des vendeurs, mais aussi du côté des acheteurs. Et que tant qu'il n'y aura pas ces nouvelles générations qui prendront, on va dire, le dessus sur les anciennes, les changements nous, on attend, ne seront pas forcément mis en place, quoi. Ouais, donc il y en a encore pour sûrement quelques années. Ouais, des dizaines d'années même, j'ai envie de te dire. Ouais, ok. Facile. Et pour rebondir sur la notion d'authentification, c'est pourtant quelque chose qui semble important Ouais. Oui, et, et pas suffisamment pour mettre ça en place, parce que ça peut être un bon moyen de le faire.
la Absol- technologie blockchain. Ouais, ouais, absolument. Après, le problème, c'est que les objets physiques, les faussaires sont des gens qui sont très, 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 très malins. C'est-à-dire que même, par exemple, quand on a commencé à mettre des techniques comme la datation carbone 14 pour les œuvres anciennes, les faussaires ont très vite trouvé des techniques pour contourner ça. Tu vois, tu pourrais dire, ah, bah, c'est du carbone 14, on peut scientifiquement dire qu'une œuvre vient du 17e, 16e, 15e, 14e siècle, tu vois. Sauf que ce que font les faussaires, par exemple, c'est que si tu veux faire une fausse œuvre du 16e siècle d'un artiste très connu, tu vas aller acheter une vraie œuvre du 16e siècle, tu vas enlever la peinture et tu vas repeindre dessus. Donc, quand tu vas faire un test K24 sur ce qu'on appelle les fils de lin qui composent la toile, eh ben, le test va te dire, regarde, c'est bien une œuvre du 17e siècle. Parce qu'en fait, c'est une fausse œuvre sur la Mhm. base d'une vraie œuvre. Donc, la blockchain, c'est le même système. C'est-à-dire qu'on a un système qui est robuste pour certains trucs, mais foncièrement, il n'est pas tout à fait adapté pour les objets physiques. C'est encore très loin d'être le cas et ça ne le sera peut-être même jamais, puisqu'il y a juste une incompatibilité entre les problématiques physiques et les systèmes blockchain à plein d'égards, notamment sur les validateurs, sur tout ce qui existe à ce niveau-là. Donc, il y a ça qui fait que peut-être aussi la solution qu'on a aujourd'hui n'est pas encore suffisamment robuste pour gérer toutes les choses qui sont faites au niveau du monde de l'art. Et l'authentification, plus précisément, elle rentre sur la recherche de provenance, elle concerne une petite partie des œuvres d'art, de médiums et de périodes très spécifiques, où là où le gros en fait, de la recherche est fait par des archives, par des monographies, par des choses qui sont produites notamment par les fondations d'artistes, et donc par des intermédiaires d'autorité et de confiance. Et finalement, il y aurait des utilités, comme dans le cadre, par exemple, de faire ce qu'on appelle des rétrospectives. Quand on fait une rétrospective d'un artiste, on se rend compte qu'en fait, les artistes savent eux-mêmes pas où sont leurs œuvres d'art. C'est-à-dire que s'ils ont vendu des œuvres dans les années 70, forte chance qui est qu'en fait, l'artiste ne sache plus où sont ses œuvres d'art aujourd'hui. Donc, pour faire une rétrospective, ça prend des années au musée de aller essayer de trouver les gens qui ont les œuvres pour leur demander s'ils veulent bien les prêter pour l'expo, etc. Donc, à ce niveau-là, peut-être que ça pourrait être utile. Il y a une utilité qui paraîtrait logique. Mais il y a aussi le fait que peut-être que c'est un milieu qui est difficile à disrupter, à ubériser, et que du coup, c'est les gens qui sont eux-mêmes concernés par ces sujets-là n'ont pas intérêt aussi à mettre en place ces nouvelles technologies-là, puisque ça met en péril en fait leur propre travail et leur propre profession. Et ils Mhm. préfèrent passer par la bonne vieille recherche documentaire, d'archives, etc. Et voilà. Mais aujourd'hui, le certificat d'authenticité, bien qu'il n'ait pas de valeur légale hein, en France ou en Europe, ça reste le document de base et il est en fonction foncièrement basé sur le fait que le galeriste qu'on connaît est connu pour représenter tel ou tel artiste et que par facto, si tu as une œuvre en premier marché d'un artiste vivant, par exemple, c'est suffisant pour justifier que c'est une œuvre authentique. Voilà. Les processus d'authentification, je te passe les détails, mais en gros, en fonction du genre, du médium, de la période, sont très différents les uns des autres. Et aujourd'hui, les systèmes blockchain répondent à une application qui est très spécifique à celui-ci. Et parfois, finalement, l'opacité du marché de l'art joue aussi hein, à leur avantage. Hein. L'opacité, ça permet aussi de faire des choses sans être trop vu. Alors que la transparence apporte beaucoup d'avantages, mais l'opacité aussi, paradoxalement, en apporte aussi également. Donc, parce que c'est un marché complexe, la seule solution blockchain, dans l'idée, ne suffit pas pour régler tous ces problèmes-là. Donc, il faudrait vraiment aller dans le détail et pouvoir voir au cas par cas comment ça pourrait être utile. Et puis même la recherche documentaire souvent est faite par les vendeurs et moins par exemple quand tu vas aller vendre quelque chose dans l'hôtel de vente, t'attends pas à ce que l'hôtel de vente fasse toutes les recherches pour dire ah l'œuvre a été reproduite dans tel magazine, a été présentée dans telle expo. Généralement c'est la personne qui veut vendre son œuvre d'art qui fournit ces archives-là, ces informations-là pour nourrir le catalogue de vente parce qu'on pense que ça va influer sur la valeur de l'œuvre d'art. Mais au-delà de ça, généralement, la provenance même de l'œuvre, d'un point de vue de qui est-ce qui la vend, est souvent confidentielle et cachée. Et donc, en fait, sa responsabilité-là, ça dépend de en fait, qui en tire bénéfice. Et aujourd'hui, il n'y a que les gens qui vont vendre ces œuvres d'art-là qui en tirent un peu bénéfice à la fin. Mais c'est à eux de faire le travail. Donc, le fait de savoir qui va faire le travail, de renseigner les informations pour qu'elles soient vérifiables, traçables, etc., pose la question de qui en bénéficie et est-ce que ça vaut vraiment le coup en termes d'investissement de temps et de retour financier dessus, quoi. Donc, aujourd'hui, voilà, c'est bien qu'il y ait des solutions et des applications qui sont tangibles, palpables, utiles, etc. Elles sont aujourd'hui dans une magnitude
suffisamment limité pour on puisse s'en passer en fait aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on peut s'en passer, donc on s'en passe. Foncièrement, c'est un peu la triste conclusion de tout ça, quoi. Ouais, puis avec toutes les années ou siècles qui ont passé, le nombre d'œuvres et le nombre de parties prenantes, ouais, ça rend la tâche quasiment impossible bah, de tout retracer tout simplement. Ouais, Euh, mais même si on n'arriverait pas à retracer, si on pouvait tracer ce qui se passait maintenant et dans le futur, ça serait déjà bien. ouais, Mais voilà, le problème, c'est que l'opacité apporte encore des avantages qui peut-être supplantent celui de la transparence aujourd'hui. ok, ok, c'est clair. Et du coup, t'expliquais que t'as été baigné ou t'as grandi dans l'art parce que tes parents étaient collectionneurs, je crois, si j'ai bien compris. Du coup, Absolument. ouais, donc, du coup, toi, tu t'es intéressé à la technologie, peut-être même pour les artistes et l'art en premier lieu, plutôt que l'aspect financier qui est souvent ce qui intéresse les gens quand ils rentrent dans le Web3. Ou tu avais aussi l'idée Ouais, derrière ouais. de gagner de l'argent, ou pas du tout, c'était vraiment cet aspect artistique de collectionneur. Bah, alors, le monde de la culture est un milieu très précaire, hein. Il y a beaucoup de compétitions à l'emploi. Il y a des niveaux d'études qui sont très importants pour une paye qui est comparativement très basse, quoi. Moi, j'ai pas mal de potes qui ont des doctorats, des Master 2 et qui touchent le SMIC concrètement. Mhm. Et donc, du coup, c'est sûr que c'est un milieu dans lequel tu as envie de te dire comment tu peux réussir ta vie et avoir un succès financier tout en pouvant, on va dire, poursuivre cette vocation que beaucoup ont, travailler dans le milieu de la culture. Euh, Moi, c'est vrai que je suis rentré dans le milieu du Web3 à travers le prisme de l'art et des applications, on va dire, techniques de la blockchain pour on va dire, l'innovation du monde de l'art, mais aussi dans la stratégie de me dire, on est tellement en retard sur ces sujets-là qu'il y a l'opportunité d'être un premier entrant, de peut-être ramener une innovation de rupture et après derrière, d'en récolter les lauriers, tu vois. Mais c'est vrai que je suis entré, moi, à la base, dans le monde de la blockchain par le prisme de l'art et non pas par le prisme de la DeFi ou de l'investissement financier pur et dur. De toute façon, l'art est un mauvais investissement financier si tu considères ça que comme un investissement financier. J'avais fait, à l'occasion de mon mémoire de bachelor, une analyse comparative de tous les fonds d'investissement en art depuis un siècle et demi, comparé à la performance du marché financier sur la même période. Et tu voyais que les fonds d'investissement en art sous-performaient à chaque fois le marché financier. Donc, t'es mieux de mettre de mettre, tes sous dans le CAC 40 pendant 10 20 ans que de l'investir dans des œuvres d'art si ton seul objectif à travers l'achat d'œuvres d'art, c'est une forme de retour sur investissement. Après, il y a des optimisations fiscales, il y a d'autres choses qu'apporte l'œuvre d'art, comme notamment le capital culturel et social. C'est pas un hasard que les plus grands milliardaires français sont tous impliqués dans le monde de l'art contemporain. Pour n'en citer que trois, tu as Bernard Arnault qui a évidemment la fondation Louis Vuitton, tu as François Pinault qui a, en plus de la Bourse du Commerce, est propriétaire de Christie's, et tu as Patrick Drahi qui est propriétaire de Sotheby's. Donc ça donne bien l'idée qu'en France, notamment, les milliardaires sont très impliqués dans le monde de l'art. Pourquoi? Souvent, moi j'utilise l'exemple de la théorie du sociologue Bourdieu, qui parle, tu sais, de capital culturel, social et financier. Et l'idée que, en fait, quand tu as beaucoup de capital financier, tu as tendance à vouloir échanger ce capital financier pour acquérir du capital social et culturel. Et en France, être milliardaire, ça suffit pas pour être respecté. Aux États-Unis, peut-être que ça suffit, tu vois, d'être le Mm. capital financier est important. Mais en France, si tu es quelqu'un qui n'est pas impliqué dans le monde de la culture, qui n'est pas impliqué dans le monde du social, entre guillemets, eh ben, tu vas pas être considéré comme un notable, tu vas pas être considéré comme quelqu'un d'important dans la société, on va dire, au-delà de ton patrimoine financier. Et donc, du coup, je pense que les milliardaires français cherchent justement à obtenir une forme de soft power à travers l'implication artistique, à acquérir une sorte de respectabilité sociale, respectabilité culturelle, qu'ils n'ont pas forcément, quoi. C'est souvent une grosse frustration ce qu'on appelle les nouveaux riches. C'est que les nouveaux riches ont certains capital financiers, mais ne sont pourtant pas acceptés dans la nouvelle strate sociale dans laquelle ils cherchent à évoluer à partir de par leur niveau financier. Et se rendre compte que, bah oui, si comme moi, par exemple, tu viens d'une famille collectionneur d'art, tu as hérité d'un patrimoine culturel que d'autres personnes de milieux peut-être plus prolétaires n'auraient pas eu accès à, tu vois. Et donc, du coup, ça crée des inégalités qui peuvent être compensées par l'achat d'œuvres d'art, notamment. Je ne sais pas où est-ce que j'allais avec cette question et quelle était ta question de base. Maintenant, je suis un peu parti dans une.
Un petit Que tu es truc rentré spécifique. du coup par le prisme de la collection et de l'art en lui-même plutôt que le prisme financier qui est généralement celui qui intéresse la majorité. C'est ça. Alors moi, l'idée c'était qu'en effet, mes parents sont dans le monde de l'art par la collection, mais sont pas du tout impliqués professionnellement dans ce milieu-là. Ok. Et donc c'était pour moi une volonté aussi de me rapprocher de leur passion, de comprendre un peu ce qu'il y avait dedans, et puis un milieu qui m'a fasciné en fait, tout simplement. Les artistes, les créatifs, l'art en général, c'est comme la blockchain, j'ai envie de dire, c'est deux sujets où si tu es curieux, tu peux avoir des choses qui te nourrissent au quotidien sans jamais t'ennuyer. C'est deux milieux où même si tu passes ta vie à travailler dedans, tu sauras jamais tout. Et tu pourras toujours découvrir des choses. Et donc la curiosité, je pense que c'est une des valeurs fondamentales pour beaucoup de collectionneurs et de personnes qui travaillent dans le monde de l'art, c'est le fait de vouloir toujours pouvoir explorer de nouvelles choses, apprendre, découvrir de nouvelles choses. Et ça, il y a peu de milieux qui t'offrent ce genre d'opportunités, je pense. Donc pour moi, ça a été notamment, pour moi en tout cas, le premier moteur, c'est de pas m'ennuyer au travail. Et en cela, le milieu du Web3 et le milieu de l'art sont deux milieux où en fait, tu peux toujours trouver des nouvelles choses, toujours découvrir des nouveaux concepts, des nouvelles idées. Et ça m'excite beaucoup. Donc c'est pas mal ça qui va dire, qui a justifié le fait que je m'implique là-dedans. Et aussi parce que j'aime bien, voilà, je suis d'une génération, j'ai 27 ans maintenant, donc je suis dans une génération qui a quand même grandi avec le digital, qui a grandi avec l'art numérique de manière générale. Et je pense que c'est des formes de création qui sont extrêmement pertinentes et où les artistes aujourd'hui sont pas encore forcément représentés, ou en plus ils ont un marché mais il manque de représentation. Et donc, comme c'est un milieu où c'est difficile de prendre sa place dans le marché de l'art, tu as peu d'évolution professionnelle. Tu vois, quand tu rentres dans une galerie, souvent c'est des galeries éponymes, mais c'est très rare que tu vois un tel prenne la suite. Tu vois, quand Perrotin sera plus dans le marché, est-ce que ça va être un mec de sa galerie qui va reprendre le flambeau? Je suis pas sûr. Tu vois, ça va plus être des investisseurs, des machins. Donc, tu es un peu obligé de passer par la voie entrepreneuriale et tu es un peu obligé d'aller voir aussi ce qu'on appelle les émergents et d'essayer de réfléchir à qu'est-ce que va être le monde de l'art dans 10, 20, 30 ans, puisque c'est celui foncièrement dans lequel on va être impliqué, tu vois. Et moi, j'ai l'intime conviction que les prochains collectionneurs des 10 à 20 prochaines années vont être des gens de la génération milléniale, vont être des gens qui ont grandi et qui ont construit Internet et qui vont être sensibles à ces esthétiques-là, à ces questions et qu'il faut pouvoir traduire cette envie, cette demande aussi dans le marché, dans l'offre qu'on propose, et qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont parmi, je pense, les plus talentueux que je n'ai jamais rencontrés, qui aujourd'hui sont des artistes numériques ou des artistes qui sont impliqués dans le Web3. Donc pour moi, il y a vraiment une opportunité à saisir en tant que galeriste, en tant qu'intermédiaire du monde de l'art, à vouloir s'impliquer dans ces questions-là, que ce soit d'un point de vue technique, d'un point de vue de marché, d'un point de vue de création artistique, institutionnelle, ce que tu veux. Et je pense que c'est ça que je retrouve en termes de ce qui va justifier ma vocation à faire carrière dans la blockchain et l'art, quoi. Ok. Et avant que tu souhaites faire carrière dedans, du coup, tu t'es intéressé assez tôt, ce que tu évoquais 2017-2018, Mhm. quand tu as commencé à toucher à la blockchain, aux ICO, etc. Ouais. Et à ce moment-là, j'imagine qu'on est au début de l'art digital. On en est où un petit peu? L'art digital, ça existe depuis plus de 50 ans. Ouais, Les premières, on va premières dire. œuvres. Ouais. Alors, il y a des artistes qu'on considère. Le problème, c'est la terminologie. C'est toujours pareil. C'est que l'art digital, c'est un terme, un mot valise dans lequel tu peux mettre beaucoup, beaucoup de mouvements, beaucoup de techniques, telles que le chart, la vidéo, l'animation, la photogrammétrie, la photo, la 3D, l'art génératif, l'art par intelligence artificielle, le GAN. Enfin, tu peux en citer des dizaines et des dizaines, tu vois. J'essaie de le mapper d'ailleurs, et c'est pas évident parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. L'art, ça dépend ce que tu prends du coup dedans, tu vois, mais par exemple, si tu prends l'art de nouveaux médias, tu as Nam Pak qui fait des œuvres avec des écrans depuis aussitôt que la première moitié du XXe siècle. Tu as les premières œuvres d'art génératif qui datent du début des années 60. Tu as le glitch art, pareil, qui est début des années 90, le pixel art des années 80. Enfin voilà, aujourd'hui, on a vécu avec des écrans depuis plus d'un siècle maintenant. Donc, enfin, quasiment, hein, c'est que j'ai envie de te dire, l'écran noir et blanc, ça doit être, je sais pas quand ça doit être, les années 20, peut-être, quelque chose comme ça. Donc, ça bénéficie de toute cette histoire. Euh, et voilà, donc non, c'est un mouvement, ou en tout cas un écosystème artistique qui est assez vieux, foncièrement, qui existe depuis très longtemps. Ou alors je me suis Qu'on peut-être, mais pardon, je te coupe, mal exprimé, mais peut-être l'art digital sur la blockchain, ce serait peut-être plus.
Alors ouais, l'art Euh, digital sur la blockchain, ce que j'appelle moi que j'aime bien appeler le crypto art ou blockchain art. Crypto Art, ouais. Je fais une distinction entre le blockchain art et le crypto art. Pour moi, le blockchain art, c'est donc l'utilisation de la blockchain et notamment des smart contracts comme médium artistique pur et dur, ce qui Ouais. permet notamment ce qu'on appelle l'art on-chain ou le long form le long form art, etc. Qui utilise donc spécifiquement les mécanismes blockchain pour faire des œuvres qui ne pourraient pas exister sans. Et après, le crypto art, pour moi, c'est une forme de création artistique qui cherche à dépeindre en fait l'éthos du monde de la blockchain et du Web3 avec, on va dire, ses us et coutumes, son jargon, ses icônes, etc., comme voilà, Satoshi Nakamoto, Vitalik Buterin, etc. Pour moi, si tu fais un portrait de Satoshi Nakamoto, tu fais du crypto art. Même si c'est en peinture, même si c'est en sculpture, même si c'est pas minté en NFT, etc. Euh, il y a une forme d'artistique qui est spécifique au Web3 en cela, à la fois comme médium par les aspects techniques que ça ouvre, ou alors par, on va dire, l'analyse, on va dire, sociale de ce monde-là, de l'éthos de ce monde-là, ce qu'on appelle le Zeitgeist un peu en allemand. C'est ce qui se passe maintenant et tout de suite, quoi. C'est de l'ultra contemporain. Et ça, bah, tu peux le remonter, je suppose, même jusqu'à l'élaboration du logo Bitcoin, tu vois, par exemple. Donc on pourrait dire que ça fait plus de 15 ans que ça existe. Mm. Euh, Même l'art dit algorithmique, qui utilisait peut-être des systèmes hexadécimales qui sont rapprochent peut-être d'un point de vue technique des systèmes blockchain. Est-ce que c'était du crypto à l'époque, tu vois? Il y avait par exemple, moi, le premier projet dont j'ai entendu parler, c'était donc I Am a Coin de Kevin Abosch. C'était un projet conceptuel, un ERC20, donc concernant une crypto, sans visuel, sans image, sans texte attaché à ça. Et c'était une œuvre foncièrement satirique de se moquer des ICO à l'époque. En fait, lui, le mec, Kevin Abosch, artiste, s'est tokenisé lui-même. Et avec I Am a Coin, tu pouvais lui faire faire des commissions, tu pouvais lui faire faire des gages, des choses, ou même rien du tout d'ailleurs. À un moment, il avait un peu lâché le truc en mode c'était juste une blague, quoi. Et donc, tu as des projets conceptuels qui existent depuis longtemps. Tu vois, même Kevin Abosch, la première œuvre qu'il a fait vraiment en rapport avec la blockchain, c'était 2013 avec Ai Weiwei, où il avait fait une sorte de banque qui était foncièrement une sorte de une machine à miner avec une adresse Bitcoin, un wallet Bitcoin dessus accroché dessus, et il y avait une œuvre conceptuelle autour de ça. Donc ça existe depuis plus longtemps qu'on le pense, mais c'est Ok. vrai que ça a atteint le mainstream avec les NFT, les PFP, tout ce qu'on connaît 2020, 2021, etc. Mais l'histoire de ça, les OG sont là depuis très longtemps, hein. Par exemple, en français, tu as notamment Pascal Boyard, street artiste, enfin pas que street artiste, muraliste, etc., qui finance ses installations de street art avec du Bitcoin depuis 2012, je crois. Donc, tu as plein d'approches à ça, mais le crypto art, le NFT art, le blockchain art, tous ces milieux, ces médiums et ces techniques qui sont spécifiques au Web3, elles existent depuis, oui, 10, 15 ans, quoi, concrètement. Ok, ouais, donc quand toi tu t'y intéresses vraiment, finalement, il y a déjà des artistes qui sont établis, il y a déjà des choses. Et Qui existent, établis, ouais, établis dans quel sens, ça dépend. Tu vois, il y en a qui sont reconnus comme OG, mais qui n'ont pas forcément de marché, même aujourd'hui d'ailleurs. oui, Mais reconnu peut-être plutôt. il y a Peut-être déjà des gens reconnu. qui existent et qui explorent ce genre de choses, hein. Le premier NFT, je crois, enfin, comme ce qu'on appelle NFT d'un point de vue technique, c'est Kevin McCoy, et c'est 2013, tu vois. Mais c'est des choses que j'avais pas forcément, dont j'avais pas forcément entendu énormément parler à l'époque, hein, parce que je te dis, moi, j'avais entendu parler de ça à travers des interrogations du monde de l'art sur les applications de blockchain. Et donc, c'était pas les sujets sur les forcément que je connaissais énormément. J'avais quelques œuvres conceptuelles que je connaissais, donc comme Kevin Abosch que j'avais acheté, Sarah Meyoas avec Bitcoin, etc. Mais foncièrement, c'était des choses, voilà, on était 20 dans le monde à s'intéresser à ça, hein, à tout casser, quoi. On était un peu sur CryptoVoxel. À l'époque, Xcopy vendait des trucs à 2 livres sterling, tu vois. Enfin, c'était un autre monde, hein. Mais il n'y avait pas de marché, hein, du tout. Mais il y avait des gens qui étaient quand même impliqués et qui existaient déjà, hein, ça c'est certain. Mais du coup, quand toi tu commences à collectionner, tu collectionnes du coup des œuvres qui te plaisent ou tu découvres des artistes et tu te réfères plutôt à l'artiste, un peu les deux? Comment tu fais tes choix pour commencer Euh, à collectionner? Bah alors, j'ai développé un rationnel au fur et à mesure du temps, tu vois, mais moi j'ai toujours une vision sur 10 ans, on va dire, sur la collection d'art que je me suis construite. Alors, il y a des choses que je collectionne juste parce que j'aime, il y a des choses que je collectionne parce que je trouve qu'elles sont importantes, qu'elles sont historiques, ce que tu veux, enfin, iconiques d'un mouvement, d'une période, d'un artiste. J'essaye de collectionner idéalement des bonnes œuvres de chaque artiste que je veux et pas non.
non pas juste comme une checklist où je chercherais à avoir une œuvre, même si elle est banale ou très secondaire d'un artiste connu. Mais moi, j'ai collectionné surtout par travers des connaissances sur des artistes que je connaissais avant qui faisaient des NFT. Par exemple, Beeple, notamment. C'est un artiste que je connaissais plusieurs années avant qu'il fasse des NFT. Je savais que ce mec était important dans son milieu. Et j'aimais bien beaucoup son travail. Et donc, du coup, dès qu'il allait arriver en NFT, j'ai sauté dessus, tu vois. Ça allait être des choses comme ça, tu vois, des copies, des artistes qui, je sais, sont aujourd'hui connus et reconnus pour leur implication assez tôt dans cet écosystème-là. Mais voilà, moi, c'était au début une forme d'accumulation presque. Et après, j'ai au fur et à mesure, avec les prix qui ont augmenté, et parce que ouais, j'étais encore étudiant, j'avais pas forcément beaucoup de thunes, c'est raffiné sur des choix. Voilà, c'est des arbitrages. Après, à chaque fois, tu dois choisir entre l'un ou l'autre. Hmm. Et c'est raffiné vers peut-être ouais, des médiums qui m'intéressent plus, des artistes dont je pense où il y a le potentiel, un potentiel intéressant. Voilà. Il y a un petit rationnel que j'essaie de développer, mais ça dépend pas mal de la période et du moment en lequel je suis. Mais voilà, à l'époque, c'était surtout pour moi une vraie révélation, tu vois, une sorte de destinée manifeste, les NFT quand ils sont arrivés, puisque ça faisait des années que je m'intéressais à la blockchain dans l'art, et là, je vois des gens qui disent, ah voilà, on a un système, on appelle ça les NFT, CDER, machin, machin, un truc. Je me dis, bon, je comprends pas exactement la technique, mais je comprends que c'est des œuvres d'art sur la blockchain, que c'est digital, et que du coup, les applications sont hyper intéressantes et plus directes puisque tu n'as pas la problématique du physique, du doxing, de tout ça, et que ça peut être un marché qui est plus transparent, lisible, analysable, etc. Et donc, je me suis fait prendre après dans la vague, tu vois. Mais au début, moi, j'achetais ouais, des trucs qui me plaisaient, des choses que je trouvais importantes, des choses que je trouvais logiques, euh, un peu tout ce qui passait pendant un moment. Et puis, au fur et à mesure, quand les choses sont devenues plus chères, j'ai dû faire des choix un peu plus raisonnés. Mais aujourd'hui, mon rationnel, il se base surtout sur une vision long terme et sur le fait de collectionner des œuvres que je considère comme majeures de chaque artiste et non pas juste avoir une exposition, on va dire, large de l'écosystème artistique en ayant coché des cases de chaque genre, chaque médium, etc. Après, voilà, moi, que je te dis, j'ai été vite price out, donc j'ai fait la limite de mon possible, tu vois, Ouais, quand mais tu j'ai dis pas. price out, c'est que les œuvres deviennent trop chères et tu peux pas Ouais, absolument. C'est-à-dire les que faire. quand je commençais à acheter du Xcopy, ça se vendait 300 balles, tu vois. Les CryptoPunks, c'était 2 Ethers. Bon, ça a beaucoup changé, tu vois. Moi, j'étais Hmm. étudiant, j'avais des sous parce que j'avais touché des sous d'un décès de ma famille et tout, des trucs comme ça. Mais sinon, foncièrement, j'avais pas de revenus. Donc, bah, à un moment, quand les trucs commençaient à atteindre des prix planchers à plusieurs Ethers et à machin, ça devenait hors de question pour moi, tu C'est vois. injouable, ouais. C'était pas jouable. En plus, je ne revends pas. Donc, j'ai dû revendre peut-être 2 œuvres dans tous les trucs que j'ai achetés depuis 5-6 ans, tu vois. Donc, Et je revends. acheter des centaines ou des milliers. Ouais, des centaines, facile. Des milliers, peut-être avec Tezos, peut-être. Mais après, c'est plus de la collectionnite que de la collection, vraiment, j'ai envie de te dire. Mais oui, la proportion est ridicule à ce niveau-là. C'est pas très équilibré entre le truc revente. Mais j'avais revendu par acquis de conscience, ne serait-ce que pour rembourser mon investissement de base, quoi, foncièrement. Comme ça, je me disais tout le reste, à partir de maintenant, c'est du bonus, quoi. Ok. Et qu'est-ce que du coup tu entends quand tu dis que tu as une vision à 10 ans, tu as une vision long terme? Mhm. C'est-à-dire que tu mises un peu sur des artistes et t'estimes que dans 10 ans, peut-être, ils seront plus reconnus, mais j'ai pas forcément l'impression que tu fais ça pour l'argent. Du coup, c'est quoi le but ou qu'est-ce que tu sous-entends par cette vision long terme? Après, tu sais, tout a un prix, hein. C'est-à-dire que Oui, bien sûr. même si, enfin, l'exemple que j'ai souvent, c'est que j'ai eu la chance d'avoir notamment au drop un Beeple, donc je l'ai payé 1 $. L'offre la plus importante que j'ai eue pour celui-là, ça devait être dans les alentours de 250 000 $. Ça, par exemple, c'est un truc que j'ai pas vendu, tu vois. Même si c'est un prix où foncièrement n'importe qui aurait accepté, pour moi, Beeple, dans 10 ans, ça sera encore une des références de ce milieu-là, tu vois. Donc je pense que dans 10 ans, ça vaudra toujours plus cher que ce que c'est maintenant. Et puis après, voilà, c'est aussi, oui, l'idée de voir un peu au long terme et de juste me dire, bah, le coût d'acquisition de ces œuvres-là, moi, je pourrais plus me le permettre aujourd'hui. Donc je bénéficie d'un point d'entrée qui était très bas et autant en tirer le maximum, quoi, tu vois. Après, j'ai toujours des projets professionnels de monter une galerie ou des choses comme ça qui pourraient peut-être avoir l'utilité de ces liquidités-là à terme, tu vois. Donc voilà, c'est juste que j'essaye d'acheter des trucs en me disant,
c'est pas pour flipper dans 1 heure, 2 heures, 3 jours, une semaine ou un an, tu vois, mais à essayer de se dire, ok, dans 10 ans, ça se tiendra toujours, ça sera toujours relevant, ça sera toujours important, toujours reconnu, et ok, peut-être ça vaudra moins cher que maintenant, qui sait, mais au moins, il y aura une volonté, une vision de se dire que tout ça n'est pas une période. On va dire, éphémère, qui passera très vite et dont tout le monde oubliera l'existence. Moi, je suis convaincu que le Web3, les NFT vont révolutionner le monde de l'art s'ils ne l'ont pas déjà un peu fait, et que ces artistes-là, ces œuvres-là seront d'une importance capitale dans cette histoire, tu vois. Donc, cette histoire-là, il faut qu'elle soit reconnue, et c'est un peu, je parie un peu là-dessus, quoi. Mais voilà, tout a un prix après, tu vois. C'est sûr que ça reste des NFT. À un moment, ça se revendra, tu vois. Mais c'est pas la raison principale. Mais voilà. En tout cas, c'est juste que je préfère me poser les questions de la revente dans 10 ans que maintenant, quoi, foncièrement. Hmm, Donc, ok. fermer la porte, comme ça, il n'y a pas le bruit de travaux dehors. Oui, tu les oublies un peu pendant quelques années et puis on verra ce qu'il en est plus tard, quoi. Et d'ailleurs, pour les œuvres que tu collectionnes, est-ce que tu as, je sais pas, des écrans comme Token Frame qui diffusent ta collection? Parce que du coup, le côté un petit peu frustrant, c'est que ça peut être dans un wallet et qu'on les voit pas finalement, ces œuvres digitales. Oui, mais en même temps, ça enlève le fait de considérer l'achat d'art comme d'un point de vue décoratif. Ce qui n'est pas Ouais. pour me déranger, parce que j'aime bien. C'est vrai que c'est décoratif, hein, l'art, mais c'est pas la seule raison. Et j'ai pas envie d'être le mec qui achète des œuvres d'art parce que je me dis que ça va bien aller avec mon canapé, ou que ça rendra bien dans ma salle de bain, ou je sais pas quoi, tu vois. Après, pour parler sur les displays, de manière générale, le budget moyen qui est attribué dans une collection d'art, hors NFT, hein, je te parle en traditionnel, pour tout ce qui est encadrement, accrochage, transport, assurance, etc., c'est entre 1 et 5% du budget global d'une collection. Or, si tu regardes les prix des écrans, notamment des écrans dits NFT, enfin qui sont faits, comme tu en as mentionné quelques-uns spécifiquement pour les NFT, c'est vite 2 000 à 3 000 euros, tu vois. Ouais, c'est très Euh, cher, ouais. donc, du coup, en comparaison avec un 1 ou 2%, ça veut dire que ça fait sens que quand c'est une œuvre qui elle-même vaut 200 000 balles. Et puis le Ouais. problème, c'est les formats. C'est que tu as du 4x4, du 4x3, du 16 neuvième, même d'autres formats qui sont moins traditionnels. Ça veut dire qu'il te faudrait avoir pour chaque orientation un display, pour chaque format. Donc ça fait beaucoup de choses. Donc moi, j'ai tendance à. Alors, j'ai quelques displays, j'ai mes trucs, genre moi, je fous en fond d'écran. J'ai un casque VR avec une galerie sur Cyber, ce qui permet de mettre ça sur la tête des gens. Ils explorent la VR et à la fois une collection d'art dans une galerie 3D, par exemple. J'ai un petit écran 16 neuvième horizontal, un autre vertical, enfin, que je peux tourner, donc du coup, je peux le mettre un peu comme je veux. Mais ce que je préfère, moi, utiliser, c'est la projection. Parce que la projection, quelle que soit la surface, tu peux avoir des très belles tailles, tu peux avoir une très belle résolution, et quel que soit le format, ça fonctionne. Si c'est 4x4, 4x3, 16 neuvième, tu t'en fous, tant que tu as le mur, ça rentre. Et ça, c'est très versatile, et du coup, ça fait que je suis plutôt pas mal intéressé par ça. Et généralement, voilà, si c'est pour les écrans que j'ai, c'est pas des écrans spécifiques NFT, puisque franchement, ça vaut pas le coup. Les technologies qui sont développées là-dessus sont pas très très intéressantes, honnêtement, aujourd'hui. Je préfère avoir des écrans, notamment ce que je préfère, en tout cas, c'est les Samsung Frame avec la technologie non réfléchissante, puisque c'est vrai, d'avoir les reflets, c'est chiant. Mais c'est souvent ce que j'utilise pour mes expos, par exemple. C'est des Samsung Frame. Parce que je trouve que ça a la gueule. Mais après, ça peut être des impressions. Après, j'ai des œuvres. Les Beeple que j'ai, ils viennent avec des objets physiques, des Infinite Objects. Le Refic Anadol, c'est pareil. Il y en a d'autres qui viennent avec des prints. Il y a des objets. Tu peux avoir du physique en NFT aussi. Hein, ça, t'as pas besoin d'avoir que du digital. Donc, ça fait que tu peux avoir des choses. Mais de toute façon, moi, comme beaucoup de collectionneurs d'art, j'ai plus d'œuvres d'art que je n'ai de murs. Oui, Donc, le fait de ne pas avoir plus de trucs, ça m'arrange aussi, bizarrement. il n'y a pas de Euh, choix à faire. Ouais, voilà. Mais franchement, ce que je te dis, c'est qu'à la différence de l'art traditionnel où la seule chose que tu peux faire, c'est foutre un clou au mur et l'accrocher au mur, bah, l'art digital, tu as une multitude de possibilités de display. Alors, on a cité quelques-uns, mais même, tu vois, tu peux avoir ton cadran d'Apple Watch, tu peux avoir plein de choses qui fait que tu peux l'exposer ça de manière très, très diverse. Et ça, je trouve ça intéressant et ça permet de s'amuser, tu vois. Donc, j'en ai quelques-uns, puisque comme j'expose, de toute façon, j'utilise ces hardware-là aussi pour mes expositions. Mais je sais que la plupart des collectionneurs dans l'espace ont, si ce n'est un ou pas du tout, d'écran à disposition, ou alors très peu, tu vois. Ils ont parfois un écran carré, puisque c'est un peu difficile à trouver et que ça marche pour pas mal de choses. Mais foncièrement, voilà, ça reste très, 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 très à la marge et il y a peu de gens qui s'équipent là-dessus d'un point de vue d'exposition. Mais tu as plein de possibilités.
Et je pense qu'avec le temps, notamment sur la projection, tu as des technologies qui évoluent quand même pas mal vite et qui coûtent pas forcément si cher que ça. Donc je pense que ça va être de plus en plus abordable et de plus en plus faisable, hein, mais c'est pas une condition sine qua non à la collection. T'es pas obligé d'avoir des displays chez toi pour commencer à acheter des NFT, loin de là. Ouais, la réflexion était plutôt dans l'autre sens, mais oui, effectivement, c'est intéressant. Enfin, moi, j'étais pas au courant qu'il y avait d'autres solutions. J'avais regardé une fois par curiosité combien ça coûtait. Et c'est vrai que bon, c'était beaucoup trop cher. Oui, c'est 5 6 7 8 000, tu vois. Ouais. Un écran OLED, si tu veux, 2 mètres par 3 c'est 80 000 balles, tu vois. Et Mm. encore à la location, hein. Donc, je peux te dire, hein, sur les écrans, c'est souvent un gros point de dépense sur les expos qu'on fait. On essaie de se les faire prêter. On magouille aussi parfois, hein. On les achète pour les rendre avant 15 jours. Enfin, on fait des trucs comme ils font un peu dans le monde de la musique, tu vois. Mais, euh, mais foncièrement, voilà, c'est un vrai problème. Ça coûte plus cher d'exposer de l'art digital que ça ne coûte d'exposer de l'art traditionnel. Ce qui justifie parfois peut-être qu'il y a peu de galeries NFT IRL, puisque les coûts d'expo sont plus importants. Et que donc le modèle économique est peut-être pas viable. Mais voilà, hein, en tout cas pas besoin d'aller sur des solutions dites spécifiquement faites pour la NFT. N'importe quel écran, tant que tu peux brancher du HDMI ou du USB dessus, ça fera l'affaire, hein. Et après, il faut que ce soit du 16 neuvième. C'est plus les formats des œuvres. Malheureusement, dans les expos, souvent, on a plus à adapter les œuvres aux écrans que l'inverse. Si on avait vraiment le budget illimité, on adapterait les displays, les hardware aux œuvres plutôt que l'inverse. Mm. Mais aujourd'hui, même en tant que collectionneur, tu es un peu obligé de faire l'inverse, quoi. Tu es obligé d'adapter un peu ce que tu montres à l'écran que tu as et non pas l'inverse. Donc, ça reste galère. Mais il y a pas mal de gens qui aiment bien le print. Il y a une grosse tendance. Il y a eu une tendance à un moment fin d'année dernière sur les prints d'artistes NFT avec Avant Art notamment et d'autres boîtes qui ont fait ça. J'en ai quelques-uns. Pour tout te dire, franchement, moi, ils sont encore dans des boîtes, dans des tubes, etc. Puisque faut que je bouge d'endroit, d'appart et tout. Enfin, bref. Mais, euh, mais, euh, mais voilà. Après, ça se vend, hein. Moi, c'est ce que je vends souvent dans mes dernières expos. Ça a été des prints pour beaucoup. Des prints ou carrément des trucs avec des écrans directement, des choses comme ça, quoi. Donc il y a un marché pour, hein, mais c'est pas le gros de la demande, en tout cas. Ok, intéressant. Et du coup, tu nous disais en parlant de ces écrans que toi, tu organisais, euh, enfin, que t'organisais des expositions, pardon. Mhm. Et tu l'as dit plutôt dans le podcast, du coup, que tu avais plutôt une casquette d'entrepreneur, que tu étais l'intermédiaire pour certains artistes ou certaines collections. Du coup, est-ce que tu peux nous dire un petit peu aujourd'hui qu'est-ce que tu fais bah, dans cet écosystème, parce que visiblement, tu as plusieurs casquettes. Ouais, bah alors, après avoir quitté Sotheby's, en fait, j'ai repris donc mes activités de commissaire d'exposition. Il y a plusieurs cas de figure. Soit c'est une exposition que je finance moi-même et que je présente. C'est souvent le cas quand c'est soit des événements Web3, soit des foires d'art contemporain. Par exemple, mes deux dernières expositions, ça a été au Grand Palais pendant NFT Paris. Et avant ça, ça a été pendant Paris Photo, aussi au Grand Palais. Mais Paris Photo, c'est un événement dit d'art traditionnel, c'est une foire d'art contemporain. Et donc moi, je présente des œuvres d'artistes du Web3 dans ce genre de manifestation-là depuis 2020 concrètement. Donc, par Euh, exemple, Paris Photo t'appelle pour que toi, tu présentes des œuvres non, web. par exemple, Paris Photo, alors généralement, tu payes pour avoir un stand. Ouais, Et après, tu fais ta présentation, tu montes ton stand, tu montes ton expo, etc. Tu achètes tes écrans, tu présentes tout. Et donc ça, tu prends tout le risque pour faire ça. Ça, c'est donc pas les trucs de commissaire d'exposition, mais en tout cas, je fais en tant que galeriste. Et parfois, oui, comme tu le dis, t'as des initiatives comme ça qui m'appellent spécifiquement, ok. où là, finalement, les écrans sont financés, où moi, tout ce que j'ai à faire, c'est sélectionner les artistes et les présenter, et pas m'occuper de tout le reste, on va dire, du marketing, de la vente, etc. Donc ça, c'est un travail qui est différent. Mais ça m'arrive de le faire aussi. C'est un truc sur lequel je travaille en ce moment pour certaines choses. Après, voilà, il y a d'autres choses, hein. Quand tu fais des expos, tu écris des textes. Donc, j'écris aussi des textes pour des projets, pour des artistes, par ailleurs, sans forcément les coupler à une exposition. Mais généralement, quand je fais une exposition, j'écris des textes pour les artistes que je présente aussi également. Et l'écriture de texte, c'est un vrai travail très spécifique dans le monde de l'art, notamment pour une forme de reconnaissance institutionnelle, tout ça, quoi. Voilà. Et voilà, donc c'est beaucoup d'expositions comme ça. Et après, à côté de ça, j'ai aussi une boîte qui s'appelle Art Crush, où on fait des expositions d'art digital, mais sur des panneaux publicitaires, donc des billboards de style JC Deco, Clear Channel, etc., à travers le monde.
On a fait je crois, on a exposé plus de 1000 artistes gratuitement dans, je crois, plus de 20 pays en un an et demi. On fait Times Square, on a des trucs comme ça, tu vois, Shibuya, des endroits un peu sympas. En ce moment, par exemple, ça fait moi 6 mois que dans quasiment tous les écrans publicitaires de Belgique, il y a des artistes que moi j'ai sélectionnés, qui sont présentés. Chaque artiste, chaque semaine, tu as cet artiste. Chaque artiste est montré quasiment 2 à 3 millions de fois sur ces écrans-là, dans toute la Belgique, donc ça fait quoi, 1000, 2000 écrans, un truc comme ça. Et donc, si tu vas en Belgique, que tu vas dans n'importe quelle gare, n'importe quel arrêt de bus, tu vas avoir des œuvres d'artistes que j'ai sélectionnées. Et ça, tu peux pas, franchement, tu peux pas les rater, hein. Dès que j'ai des gens qui vont en Belgique, qui me disent qu'ils ont vu ça, parce que c'est partout. Et ça, tu vois, on a les écrans gratos, par exemple, et on a juste à faire ce qu'on appelle une curation, donc sélectionner les artistes, faire la liaison d'artistes pour avoir les œuvres, les fichiers, les trucs, les machins, les crédits, avoir des photographes qui prennent des photos pour avoir une trace de tout ça, une documentation. Et puis voilà, enfin, après, on fait des spaces, on fait on fait plein de contenus aussi par ailleurs avec ça, hein, mais voilà, en tout cas, c'est une boîte où on a exposé des centaines d'artistes sur ces panneaux-là, et ça permet en fait d'exposer à moindre coût, puisque tu n'as pas besoin de louer une galerie, c'est des écrans que tu n'as pas besoin de louer puisqu'ils existent déjà, ou alors tu peux les avoir à faible coût. Tu peux avoir une couverture géographique qui est importante. C'est souvent des grands écrans, donc des grands formats, donc ça a de la gueule souvent. Après, il y a plein de technologies LED différentes qui fait que parfois, faut faire gaffe un petit peu parce qu'il y a des trucs qui sont moins bien que d'autres. Mais foncièrement, voilà, ça c'est un peu l'idée d'Art Crush, c'est de faire en sorte qu'on puisse découvrir de l'art dans la rue à n'importe quel moment, quand tu sors du train, quand tu vas au boulot le matin, quand tu rentres le soir. Voilà, sans avoir besoin d'aller dans un musée, dans une galerie et d'apporter en fait l'art au plus grand nombre et avoir l'espoir peut-être que, bah, que ça crée des vocations à des gens qui n'auraient pas forcément eu l'occasion d'être confrontés à ce genre de choses, que ça puisse créer des passions, des envies de devenir artiste, collectionneur, enfin tout ce que tu veux, tu vois. Donc c'est un projet un peu à impact dans lequel on cherche encore une forme de business model, j'ai envie de te dire. Après, on va avoir des financements peut-être européens ou peut-être de trucs de blockchain spécifiques, etc. On a des partenariats avec des marketplaces, des trucs comme ça. Voilà, on a fait pas mal de tours. On a fait un world tour l'année dernière. On a exposé 30 artistes sur tous les continents du monde, tu vois, des trucs comme ça. Enfin, tous les continents sauf l'Antarctique, évidemment. Euh, et, euh, et voilà. Donc ça, c'est pas mal d'activités, mais ça compte surtout le fait de présenter des artistes, écrire à propos de leur travail, les exposer, et aussi, bah, quand je les expose et que c'est moi qui prends le risque financier, évidemment, de les vendre. Ça a été le cas, donc notamment à la dernière expo donc NFT Paris, où je présentais une artiste qui s'appelle June Kim, une artiste coréenne qui travaille sur des installations à partir d'IA, à la fois en physique, en digital, etc. Et avant ça, c'était une expo sur la photo dans le Web3, notamment, on va dire, la photo absurde, surréaliste, le travail du corps, l'autoportrait, notamment, qui est un sujet intéressant. Et le but, c'était aussi d'expliquer que la photographie, aujourd'hui, c'est un médium qui est dit nativement digital, avec l'appareil DSLR, etc. Sauf si tu travailles sur argentique, concrètement, dès que tu prends une photo, c'est nativement digital. Et c'est d'expliquer que voilà, la photo, elle prend une nouvelle forme aujourd'hui. Il y a des nouveaux artistes que tu ne trouverais pas dans les galeries traditionnelles et qu'aujourd'hui, on peut découvrir dans le Web3 et qui méritent d'être collectionnés à la fois par des artistes, des collections traditionnelles et des collections en Web3. Moi, j'ai un peu des contacts à la fois dans le tradi et dans le Web3 et je suis un des rares à avoir la double casquette et à connaître, j'ai envie de dire, suffisamment les deux milieux pour être pertinent dans l'un comme dans l'autre. Alors, le problème de ça, c'est que pour les gens du NFT, je suis un mec du tradart et que pour les gens du tradart, je suis un mec du NFT, tu vois. Donc, C'est c'est un toujours le peu mauvais rôle, quoi. c'est ça. Surtout qu'être un intermédiaire dans le Web3, c'est pas évident, puisque bah, il y a toujours l'idée de la désintermédiation est importante dedans. Oui, Et parfois, on considère que ton travail est pas forcément valable ou utile. Et les collectionneurs de cet espace-là, étant quand même pour la plupart des amateurs, ne connaissent pas forcément les mécanismes de valorisation des artistes à long terme et donc se rendent pas compte de l'impact et de l'importance que peut avoir le fait d'exposer un artiste, d'écrire à propos de son travail, de l'avoir fait de la presse, des choses comme ça. Je pense que ça va changer avec le temps, que les gens comprennent finalement comment exactement le marché de l'art fonctionne et que le marché des NFT est foncièrement un marché parallèle, hein, du marché de l'art et qui répond aux mêmes codes et aux mêmes usages et que bah, ces travaux-là, ce sont des travaux qui sont importants et qui sont nécessaires pour que les artistes ils existent aussi en dehors du Web3. Et donc voilà, c'est le gros de mon travail aujourd'hui. Et là, je travaille aussi sur le fait de faire des expos du coup à l'international et à trouver des lieux.
à Paris, idéalement, pour pouvoir ouvrir une galerie. Je sais pas trop quand, on verra en fonction des endroits que je peux trouver. Euh, mais voilà, c'est exposer les artistes, les vendre, les représenter, les aider à construire leur carrière et aussi bah, donner des conseils à des collectionneurs sur quoi acheter, sur comment valoriser une collection d'art, évaluer une collection d'art, estimer, etc. Enfin, c'est beaucoup, beaucoup de choses, mais c'est un travail de toute façon où tu peux pas faire qu'une seule chose, parce que si tu fais qu'une seule chose, tu t'en sors pas. Hmm. Donc, c'est parmi j'ai sûrement oublié des trucs, mais c'est le gros de ce que je fais, concrètement. Ok. Et quand tu décides d'organiser une exposition, oui, du coup, enfin, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est toi qui décides bah, du lieu où elle va avoir lieu. Tu sélectionnes aussi les artistes que tu veux exposer. Et Ouais, ouais. ok. Et le modèle économique, c'est que toi, tu te rémunères sur les ventes, quoi, ou c'est les artistes qui te rémunèrent pour être exposés? Comment ça se passe un petit peu? Bon, je sais pas si Alors c'est. non, moi je suis complètement contre de me faire payer pour exposer. D'ailleurs, même Art Crush, on fait pas payer pour exposer, Ok. alors qu'il n'y a pas de composant de vente, ce qui pose problème d'ailleurs au business model, mais ça c'est beside the point. Les vrais galeristes sont des gens qui prennent des risques financiers quand ils présentent des artistes. Les gens Ok. qui sont payés pour exposer ne sont pas des galeristes, sont des loueurs de murs. Et je Ouais. ne suis pas le seul à faire la confusion, même des artistes font cette confusion-là, ils se retrouvent à payer pour exposer et s'étonnent qu'il n'y ait pas de vente derrière, puisqu'en fait, le business model du gars, c'est pas de vendre ton travail, c'est de te faire payer pour t'exposer. Donc non, ouais, moi je me rémunère sur la commission sur les ventes. Absolument, c'est une commission qui peut aller en fonction des cas de 20 à 50% concrètement, en fonction des frais qui sont avancés, en fonction du contexte. Enfin, voilà, il y a plein de trucs qui rentrent en compte. Euh, Mhm. mais tu vois, par exemple, la dernière expo qu'on a fait donc, au Grand Palais, hors prix du stand, il y avait donc, tu vois, tu dois mettre en place, donc, construire le stand avec un menuisier, acheter le bois, Ah, ça le coûte très cher, transport, ça. le machin. Ouais, bah, les premiers devis que j'avais, c'était 6 000 € pour te dire, juste pour du bois et des murs, quoi. Ouais, Euh, c'est infernal. alors après, tu t'arranges, hein, tu payes au black, t'achètes les trucs toi-même, tu les transportes, tu trouves des moyens. De toute façon, il faut toujours être ingénieux et créatif. Après, tu as les prix des écrans, acheter à louer, le mobilier, le truc, le machin, l'électricité, les prints pour imprimer les cartels, les trucs, les machins, même les prints d'expo, les cadres, le truc. Enfin voilà, ça peut monter assez vite. Mais du coup, quand tu as tous ces chiffres-là, bah ouais, il faut pouvoir vendre pour pouvoir ne serait-ce que pas perdre d'argent et Hmm. après pouvoir en gagner. Alors, on parle même pas des heures que tu passes à gérer les artistes, à avoir les fichiers, à faire des allers-retours, à écrire des textes, ça, c'est même pas rémunéré parce que tu le fais pour toi-même, pour mettre en avant les artistes et les expositions que tu fais. Mais ouais, c'est concrètement, tu prends beaucoup de risques financiers pour parfois pas beaucoup de retours. Donc c'est un marché, une profession qui est pas évidente. Et d'ailleurs, bon, la plupart des galeries, quand elles s'ouvrent, elles ferment à 3 ans et tu as peu d'accès à l'emprunt en tant que galerie, tu as peu d'accès aux trucs bancaires. Pas possible d'avoir une néobanque quand t'es galerie, t'es considéré, parce que c'est des activités qui sont sensibles au blanchiment d'argent, t'es foutu dans la même case que concrètement les travailleuses du sexe, les casinos et les trucs comme ça, tu vois. Ouais, donc il y a énormément de Littéralement, barrières. ouais, ouais, dans les listes que tu regardes, genre Opodo, etc., c'est ah ouais, si vous êtes galeriste, travailleuse du sexe ou casino ou machin ou crypto, vous pouvez pas, tu vois. Donc souvent, c'est très galère et tu regarderas même que le taux d'endettement des entreprises du marché de l'art est très, 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 très faible comparé à des entreprises plus traditionnelles où tu peux avoir un taux d'endettement qui c'est 30-40% du capital. Dans les marchés de l'art, c'est 1 à 5% max, tu vois. Parce que les banques prêtent pas aux galeries. Et donc, il suffit que tu aies une mauvaise année et tu fous la clé sur la porte très vite. Parce que tu as des échos fixes qui sont très importants. Donc, Hmm. souvent, les grandes galeries ont des patrons, des gens qui les aident au cas où il y a des moments un peu compliqués, etc. Mais ouais, une mauvaise expo, tu peux mettre la clé sous la porte. Donc c'est pas évident parfois. Mais voilà, le gros du travail de galeriste, c'est ça, c'est exposer les artistes correctement, mettre en avant leur travail, les faire intégrer des collections intéressantes, que ce soit des collections publiques ou privées. Faire en sorte d'avoir de la presse, tu vois, et même raconter quelque chose, tu vois, dans une expo, il y a un propos aussi, tu vois, c'est pas que les artistes et l'ensemble d'artistes qu'il a, c'est aussi ce que tu veux dire en tant que galeriste, en tant que professionnel du monde de l'art, essayer de participer en fait à l'histoire de l'art d'une certaine manière. C'est un Hmm. peu, on essaie tous de faire, quoi. Ok. Et du coup, quand on va sur le lien que tu as en bio, le Linktree, qui répertorie pas mal de liens, les liens qui emmènent vers, par exemple, il y en a pas mal vers Sotheby's, c'est des choses que toi, tu as réalisées par le passé. Ouais, ça, c'était les ventes dont j'étais dit Head of Sales. Donc, c'est Ok. des ventes que je gérais de quasiment A à Z.
Ça, le travail, ça allait de donc réfléchir à un concept d'une vente, à partir du moment où tu avais une date. Souvent, ça prenait 2 3 mois de travail en général. Et donc, tu dois faire trouver des listes d'artistes, trouver un thème, trouver des listes d'artistes qui correspondent à ce thème-là, faire des estimations avec ces artistes-là pour voir si ça rentre dans un objectif de vente. Généralement, l'objectif de vente pour une vente, c'était un demi-million d'euros, quoi, en moyenne. Ça allait un peu plus, peut-être de 300 à 1 million d'euros, quoi, en moyenne, les ventes qu'on faisait. Et donc après, bah, c'était aller voir avec les artistes, les convaincre de vouloir participer, négocier leur prix de réserve, négocier leur estimation, négocier les commissions, après écrire les textes, faire le plan de communication, faire la stratégie marketing, gérer, une fois que la vente et un peu de ça c'est fait, gérer les acheteurs, gérer les potentiels acheteurs, les mecs qui enchérissent, le post-sell. Enfin voilà, c'est un travail de longue haleine et où tu te retrouves un peu à faire tout, hein. Franchement, c'est des petites équipes. Donc, tu te retrouves à faire un peu tout et être au moulin et au charbon et à la charrue et tout ça. Donc, voilà. Mais c'est assez similaire finalement, en tout cas au niveau de Sotheby's, parce qu'on développait une stratégie de premier marché qui est pas, on va dire, pas typique pour les hôtels de vente. Les hôtels de vente font surtout du second marché, c'est-à-dire qu'elles vendent des œuvres qui sont en consignement en dépôt par des collectionneurs qui ont déjà acheté ces œuvres-là, alors que là, on travaille surtout avec des artistes directement, ce qui est plus proche finalement d'une profession de galeriste que de commissaire-priseur ou d'expert dans un hôtel de vente. Donc, Je ce comprends. que je fais à Sotheby's n'est pas typique de ce que pourrait faire un mec au département horlogerie ou alors art contemporain, c'est Sotheby's, tu vois, c'était assez spécifique quand même. Ok. Et tu donnes la possibilité aussi de prendre un rendez-vous d'une demi-heure avec toi. C'est plutôt à destination d'artistes qui voudraient peut-être être représentés ou de toute personne qui s'intéresse à l'art digital ou de près ou de loin. Ouais, bah moi je laisse ça ouvert puisque tu sais, tu fais des bonnes rencontres, tu sais jamais ce que ça peut te réserver. Souvent, ça peut être, alors soit si c'est des trucs payants, c'est du consulting pour des boîtes qui font du Web3, qui veulent faire des services à destination des collectionneurs, des artistes, puisque je connais bien leurs besoins, donc je suis en mesure de te dire qu'est-ce qu'il faut faire comme produit, on va dire, pour ces gens-là. Ça peut être pour les collectionneurs sur des plans de collection, ça peut être pour des artistes sur des projets professionnels. Ça peut être pour des écritures de texte, ça peut juste être des petits rendez-vous informels comme ça où on discute de tout et de rien. Ça dépend au cas par cas. C'est toujours ouvert puisque voilà, je me dis les gens qui font l'effort peut-être de s'intéresser à ce que je fais, d'aller voir mon Linktree et tout, ils se disent ah bah tiens, je peux prendre rendez-vous. Mais du coup, ça permet de trier aussi les gens qui sont foncièrement, sincèrement intéressés et qui font l'effort d'aller dans le détail et de regarder quoi. Ok. Bon, bah pour ceux qui sont Et intéressés, au moins certains sont rémunérés ils ont l'info. Bah écoute, on Ah bah va. absolument, faut pas hésiter. Ouais, pardon, ça a coupé. Non, je dis absolument, t'as raison, faut pas hésiter. Et du coup, j'ai l'habitude, ou presque le rituel pour conclure les épisodes avec mes invités, de leur poser trois questions qui sont identiques à chaque épisode. Et du coup, je vais commencer avec la première pour s'approcher de la conclusion de chouette épisode. Si tu avais un budget illimité, quelle œuvre tu t'offrirais? Euh, Bonne question. Euh, Bah, je suis pas sûr que ce serait forcément une œuvre de crypto-art, maintenant que tu me poses la question. Mais il y a peut-être ce qui me plaît bien particulièrement. Je t'avoue que les œuvres que j'avais envie d'avoir, je les ai pour la plupart. Il y a Ok. peut-être. Je collectionne peu d'art génératif, donc il y a peut-être des œuvres d'art génératif qui aujourd'hui sont à des points de marché qui moi, me dépassent complètement, pour lesquels j'ai compris un peu plus tard que c'était intéressant. Donc, tu sais, t'as les squiggles, tu as des trucs comme ça. Moi, je pense que l'œuvre que j'aimerais bien avoir et un truc qui me manque dans ma collection, c'est une œuvre unique d'Alota Moni, qui est un artiste français dont je suis très sincèrement passionné, qui malheureusement est décédé il y a 1 an et demi ou 2 ans, je ne sais plus trop, et qui est un OG, qui est un Français absolument talentueux, qui fait du collage en animation, et dont les œuvres sont quand même assez recherchées, dont il y a peu d'œuvres, on va dire, uniques dispo. Et ça, c'est vrai qu'il y en a une ou deux en particulier, notamment San Nakamoto ou alors le dernier autoportrait qu'il a fait qui m'intéresse particulièrement et qui sont, on va dire, dans les alentours des 100, 150 éthers, quoi. Donc ça, ouais, si j'avais un budget limité, je pense qu'un petit Allo Tamoni en œuvre unique, ça serait sûrement au top de ma liste, ouais. Ok, top. La deuxième question, c'est qui aimerais-tu que je reçoive sur le podcast? Alors, on me le demande souvent, mais
plutôt en francophone du coup. Mhm. Bah écoute, il y a tellement de personnes qui sont talentueuses dans ce milieu-là. Il y a des personnes avec qui j'ai déjà travaillé, comme j'ai déjà travaillé plusieurs fois sur mes dernières expos avec Alice Stern, qui est spécialisée sur les artistes femmes, et notamment les artistes femmes dans le Web3, mais pas que, qui est un sujet qui est important, puisqu'il y a des disparités qui sont quand même palpables. Il y a évidemment, je pense, Jean-Michel Paillon, qui est intéressant comme gars, qui a Grails Capital, qui a un fonds d'investissement en art numérique. T'as des gens comme Benoît Couty, qui sont un des rares, j'ai envie de dire, mécènes du monde de l'art digital, et qui ont fait parmi les premières expos de crypto-art au monde, hein. Des gens comme ça, que moi je trouve passionnants. John Carp du NFT Morning que tu as pu mentionner. Et après, bon, moi je connais beaucoup d'anglophones, mais en francophone, c'est déjà des gens qui sont quand même bien. Grida qui s'occupait de la galerie YAM. T'as Omblin d'Object, qui est une curatrice extrêmement talentueuse. T'as mon groupe, on va dire, d'amis, que ce soit Joséphine de la Fongué Galerie, Léa, qui est historienne de l'art, Marie-Odile, enfin voilà, t'as beaucoup de gens comme ça. Mais je trouve que les gens dont je respecte particulièrement la vision et l'impact dans ce milieu-là, il y a donc surtout Jean-Michel Paillon, je pense, Benoît Couty, des gens comme ça qui sont là depuis longtemps, qui ont été là avec une vraie sincérité, et qui collectionnent, qui supportent beaucoup d'artistes et qui font aussi beaucoup de choses par ailleurs pour les intermédiaires, qui ont financé quelques expos par-ci par-là, qui ont fait beaucoup de choses. Donc ça, c'est des gens qui, je pense, sont importants. C'est important qu'on puisse les entendre et qu'on puisse les écouter parce qu'ils sont pas forcément reconnus autant qu'ils devraient l'être. Donc voilà, il y a Gaspard Broustine aussi, qui est un gros collectionneur d'art génératif qui travaille chez Ledger. Enfin voilà, il y a beaucoup, beaucoup de personnes, je suis désolé si j'en oublie certains. Mais voilà, il y a tellement de gens talentueux dans ce milieu-là que tu peux pas. C'est rare de pouvoir se rater. Alors, après, il y a des gens qui sont un peu malhonnêtes et que tu te rends pas compte, mais franchement, dans le tas, il y a beaucoup de personnes qui sont hyper passionnées, hyper sincères et qui mériteraient d'être reçues ici, hein. Ok, top. Bon bah tu m'as donné une longue liste. Je vais presque faire une Oui. saison peut-être spéciale sur ce thème. Donc merci beaucoup. Et du coup, la troisième et dernière question de ces questions de fin, c'est si tu avais un conseil à donner à nos auditeurs, quel serait-il? Alors la question est large, mais ce qui te vient en tête par rapport à notre échange. Bah, il y a une phrase, donc pour revenir, j'ai commencé par parler de Jason Bailey et je vais finir avec lui. Il a une citation moi, je pense, correspond exactement à ce qu'il faudrait dire aux gens qui s'intéresseraient, qui ne seront peut-être pas, qui n'ont pas encore passé le pas, que ce soit dans la collection d'art, en NFT ou non. Mais c'est concrètement bah, d'acheter des choses qui vous plaisent. Donc, si vous n'arriverez pas à le revendre, ça va pas vous mettre dans la merde. Enfin, il faut que je retrouve la citation exacte, mais concrètement, c'est acheter les choses qui vous plaisent, que même si elles se revendent pas, vous serez pas déçus, et de le faire avec curiosité, quoi, concrètement. Mais si tu attaches l'achat d'art avec une notion d'investissement, tu vas te tromper, tu vas te fourvoyer dans ce que tu achètes et pourquoi tu le fais. Et il vaut mieux acheter des choses qui, même si vous n'arrivez pas à les revendre, vous serez content de les avoir. Et donc pas se ruiner à le faire. Enfin, moi, je suis pas le bon exemple, hein. Moi, je mets beaucoup trop d'argent dans les NFT par rapport à ce que je gagne, etc. Mais je suis un cas particulier. Mais de manière générale, voilà, tu peux commencer à acheter du crypto-art avec moins d'1 dollar sur tes os. Donc, il n'y a pas de raison voilà, de forcément acheter des trucs qui valent une blinde. Et voilà, il y a de quoi s'amuser en fait, foncièrement. Notamment sur tes os. Tu peux acheter des choses très très bien pour pas très cher. Et je pense que ça pourrait plaire à plus d'une personne, franchement. Ok, top. Super conseil. Super conseil. Bah écoute, sur ces jolis mots, je te remercie pour cet échange. Ça change d'habitude et c'était super intéressant. Si on veut te retrouver, bon, on mettra évidemment les réseaux sociaux en description. Et puis, bah, je te remercie encore. Et puis, on remercie les auditeurs de nous avoir écoutés. Et on se dit à la prochaine. Salut Brian. Salut, ciao.